Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Hausse de nombre de cas positifs à la Covid-19. Une déclaration a été faite aujourd'hui par le ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à l'élimination des armes nucléaires. Bonsoir à tous. Suite donc à la recrudescence des cas de Covid-19 dans notre pays, le ministère de la Santé a tenu aujourd'hui un point de presse. Écoutons pour plus de précision la déclaration du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouita. Compatriotes, la pandémie de la Covid-19 refait surface avec une intensité rare depuis avril 2021. Il s'agit probablement des variants du virus que l'on a connus au début de la pandémie. Le virus actuel est plus contaminant, par conséquent entraîne des personnes hospitalisées, plus de personnes hospitalisées, surtout chez les personnes non vaccinées. Au cours de ces derniers jours, nous avons relevé 4 décès de plus parmi les malades hospitalisés en réanimation. Il s'agit de personnes non vaccinées. En ce lundi du 27 septembre 2021, la situation épidémiologique de la COVID-19 est de 59 patients déclarés guéris. Il y a eu donc 752 personnes testées et 90 personnes positives, soit un taux de positivité de 13,03%. Il s'agit d'un taux très élevé. Le ministère de la Santé exhorte donc la population à plus d'engagement pour combattre la pandémie Covid-19, notamment en se mobilisant pour la vaccination, en plus des mesures barrières. En effet, le nombre de personnes vaccinées est de 42 128 depuis mars 2021, c'est-à-dire depuis le début du lancement de la vaccination. Ce chiffre représente moins de 10% de la population éligible pour la vaccination. Or, la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour nous protéger et protéger notre famille. Nous réitérons que la pandémie de Covid-19 se présente comme une fièvre, une toux, mal de gorge, perte d'odorat et de goût. Si vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à contacter 15-27 et prendre des mesures barrières. Nous demandons donc à la population de se faire vacciner, massivement. C'est la seule façon de protéger la population contre cette maladie grave qui entraîne aussi des conséquences sociales importantes. Enfin, le bilan global de la situation de la pandémie Covid-19 depuis le début, c'est-à-dire depuis 2020, est de 219 290 personnes testées, 12 507 personnes ont été diagnostiquées positives et 11 997 cas ont été déclarés guéris. Au total, nous avons 166 décès dus à la Covid-19. Restons donc vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Vaccinons-nous tous. Et la mise à l'échelle du dépistage du Covid-19 pour toute la population djiboutienne est l'une des priorités du ministère de la Santé dans sa stratégie de riposte à la pandémie de la Covid-19. Désormais, les non-voyageurs peuvent se dépister dans les 5 polycliniques de la capitale, des unités spécialement mises en place pour le prélèvement des échantillons Covid-19 qui sont opérationnels dans les structures suivantes: Polyclinique Farhad, Polyclinique Hamad Makki à Nguela, Polyclinique Dr Goulet de PK12, Polyclinique de Hayablé
et Iftine de Warabeleya. Les personnes dépistées peuvent retirer leur certificat de négativité dans les 24 heures après les analyses PCR. Vu le nombre de cas élevés depuis presque 2 semaines successives, il est primordial de mettre à l'échelle les opérations de dépistage et d'approcher la vaccination qui reste la seule réponse sûre pour lutter contre la propagation du virus. Le personnel soignant du ministère de la Santé reste mobilisé pour offrir un service de dépistage de qualité à toute personne désirant connaître son statut. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 est une priorité collective. Sous le patronage conjoint du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de la ministre des Affaires sociales et de solidarité, ainsi que de l'ambassadeur de France en République de Djibouti, une cérémonie de remise de certificats de fin de formation professionnelle donc à l'endroit de 192 jeunes s'est tenue aujourd'hui au LIC. Ces formations s'inscrivent dans la politique globale de l'emploi du gouvernement formulée dans la vision Djibouti 2035. Au déficit de compétences constaté, source de chômage, ces formations constituent une réponse opérationnelle pour une employabilité immédiate. L'exclusion à l'emploi, en effet, constitue la forme d'exclusion la plus sévère, engendrant des effets qui renforcent la marginalisation et qui enferment l'individu dans le cercle vicieux de la pauvreté. Le projet de développement urbain intégré, financé par l'Agence française de développement et exécuté par l'ADDS dans les quartiers Layablé et Moustiquaire, a servi de cadre à ces formations dont l'achèvement est célébré ce jour. 192 filles et garçons déscolarisés ont suivi avec succès différents cursus avec comme objectif principal leur insertion dans l'exécution de certaines activités de projets tels que la soudure, l'électricité, la maçonnerie. Entre la France et Djibouti au bénéfice du peuple djiboutien. L'enjeu de la formation qui nous réunit aujourd'hui, il est absolument essentiel. Et ces formations courtes, d'une durée de quelques mois, en faveur notamment des jeunes, sont pour nous absolument prioritaires. Et là aussi, s'inscrit dans la logique de la vision du gouvernement djiboutien, qui est cette fameuse vision 2035. Au total, ce sont près de 300 personnes, dont 144 femmes, c'est très important, qui ont pu suivre ces formations. Et aujourd'hui, je comprends que ce sont près de 192 diplômes qui vont être, et certificats, qui vont être donnés, dont 94% de femmes. Écoutons à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mme Mouloufa Ismaël. Avec un immense plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des certificats à 192 jeunes djiboutiens ayant suivi avec succès la formation professionnelle de courte durée dans plusieurs filières comme la conduite des engins lourds, la soudure, l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, la couture, la cuisine, la coiffure et j'en passe. Ces formations financées par l'Agence française de développement via l'ADDS, l'Agence djiboutienne de développement social, s'inscrivent dans le cadre de projets de développement urbain PDU2, ciblant les quartiers de Layablé et de Moustiquaire. Donc nous avons eu l'honneur et l'insigne honneur d'ailleurs du lancement des travaux qui a eu lieu le 13 de ce mois en présence d'une très forte délégation sénatoriale française. Je remercie à l'occasion la République française pour ce don de 13 millions d'euros dont j'ai eu terre et dont 8 millions sont en cours de négociation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle et le chômage des jeunes demeure une préoccupation majeure qui interpelle au quotidien les pouvoirs publics et notamment nos politiques sociales. Face à ce défi, il est donc indispensable que l'ensemble des acteurs publics et privés puissent se mobiliser autour d'une vision et des actions communes pour juguler les affres de la pauvreté. C'est dans cet esprit que le département dont j'ai l'insigne honneur de diriger, en collaboration étroite bien sûr avec notre agence de rattachement, l'Agence djiboutienne de développement social, s'est rapproché du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais aussi de plusieurs des centres de formation privés tels que la Chambre de commerce de Djibouti, le Centre Ar-Rahma et le Centre de formation de Djibouti, et beaucoup d'autres centres de formation, notamment le CASAF, et bien d'autres pour intégrer dans ce projet de développement urbain intégré 2, un volet portant sur la formation qualifiante au profit des jeunes déscolarisés. L'objectif, bien sûr, étant de donner aux jeunes sans formation et sans emploi les outils et les moyens nécessaires afin de les aider dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, donc,
192 jeunes, dont environ 50% de filles, qui ont suivi avec succès ces formations qualifiantes, recevront leur certificat. Bravo, félicitations. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est félicité de la coopération et de la collaboration réussie des parties prenantes et a félicité également les lauréats pour leur succès. On l'écoute. Une période donc de 6 mois, ces jeunes ont été formés à une quinzaine de métiers relevant des secteurs porteurs de l'économie régionale, mais également présentant des opportunités d'insertion dans le marché du travail local. Aujourd'hui, ces jeunes lauréats vont recevoir le certificat de fin de formation attestant de leur maîtrise des compétences requises pour exercer leur métier. Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, en 2018, nous avons conduit un processus de formulation et de validation d'une politique nationale de la formation professionnelle en partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés. Le document de politique nationale de la formation professionnelle 2021-2035, issu donc de ce processus, a été adopté en Conseil des ministres le 19 décembre 2019. Ce document de politique stratégique a été donc traduit en acte opérationnel avec l'élaboration de son premier plan d'action à moyen terme 2021-2025. Ainsi, la formation professionnelle sera accessible à différentes catégories de publics, notamment les jeunes déscolarisés, les déscolarisés, les non scolarisés, les demandeurs d'emploi avec ou sans qualification professionnelle, les travailleurs salariés ou non salariés, du public et du privé, du formel à l'informel, les personnes vivant avec un handicap et les populations déplacées. Donc, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, la mise en œuvre de ces projets de formation insertion se fera donc dans un cadre de gouvernance partenariale avec l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les départements ministériels, les partenaires techniques et financiers, les entreprises, mais également les collectivités locales et la société civile. La formation de ces jeunes lauréats aujourd'hui est la preuve indiscutable qu'une telle synergie en matière de développement des compétences de notre pays est possible. En nouvelle nationale, toujours, l'ONTD, en collaboration avec l'armée française, a lancé hier une journée porte ouverte dédiée au premier salon du tourisme au sein de la base des FFDJ. Ce salon a été inauguré par le général de division aérienne, Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, et les hauts responsables du ministère du Commerce et du Tourisme. Et bien sûr, a vu l'objectif de cet événement étant de faire connaître les produits et services touristiques disponibles dans notre pays aux familles des militaires et expatriés français. Ce salon a permis également aux visiteurs de découvrir les atouts touristiques de notre pays qui possède des sites touristiques maritimes comme le Sable Blanc, Godoria, les îles Siane, des curiosités géologiques au lac Assal et au lac Abbé, des sites touristiques en altitude dans le secteur de Randa, à l'instar du Daï, Bankwale et d'Itilou, et aussi à Moussa Ali. Plusieurs autres sites touristiques sont aussi éparpillés dans le nord, à Mabla et dans les régions du sud du pays. Ce premier partenariat entre les FFDJ et l'Office national du tourisme djiboutien, parce que, comme je dis en plaisantant, les FFDJ, c'est 2500 clients potentiels, plus exactement, sans voir que l'aspect financier. C'est plutôt 2500 Français qui sont curieux de découvrir votre pays, et votre pays, on le sait, hein, il est magique. Il y a une position magique, c'est un pays minéral, il y a plein de choses à découvrir. Et autant le découvrir en passant par ce que j'appelle le système étatique djiboutien. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est les premiers différents stands qui sont une petite panoplie. Moi, je suis très 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 content de l'avoir fait. Et puis, il faut qu'on continue parce qu'encore une fois, c'est l'ancrage extra-professionnel. On a d'excellentes relations militaires, mais ça c'est le métier du militaire. Et puis après, le militaire et sa famille, ils deviennent habitants de Djibouti et ils découvrent le pays. Voilà, donc merci aussi d'avoir accepté de vous associer, parce qu'encore une fois, c'est un partenariat
France-Djibouti, FFDJ, ONTD. Dans le cadre de l'évaluation de l'accès aux technologies d'assistance au sein des personnes à besoins spéciaux, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple la première réunion du comité de pilotage de l'enquête rapide accès technologies assistance, de son acronyme RATA. Les technologies d'assistance favorisent une meilleure santé, un meilleur bien-être et une participation équitable à la vie dans la société. Les personnes vivant avec les maladies chroniques et les personnes avec un âge donc assez avancé ont également besoin de technologies d'assistance. Les aides auditives, les fauteuils roulants, des technologies d'aide à la communication et les aides à la mémoire sont tous des exemples d'aides techniques qui font partie de l'écosystème des technologies d'assistance. À Djibouti, le ministère de la Santé, l'Agence nationale des personnes handicapées et l'Institut de la statistique de Djibouti sont les institutions centrales qui vont mener ce projet d'enquête. Un projet qui tombe à point nommé en cette période où les luttes du gouvernement djiboutien reste sans relâche face à la pandémie du Covid-19 pour protéger sa population. Il est important de rappeler qu'une lutte se doit être inclusive. Ça veut dire intégrer toutes les couches de la société ayant chacune d'elles des spécificités et des besoins bien particuliers pour vivre décemment. Faire partie intégrante de la société et y contribuer comme tout un chacun. C'est grâce à cette réflexion axée sur l'inclusion sociale obligatoire et nécessaire que nous créerons demain une société plus forte, riche en diversité et consciente des besoins primaires de chacun de ses citoyens. Dans le monde, encore très peu de personnes ont accès à la technologie d'assistance, malgré les besoins grandissant. À l'échelle mondiale, l'OMS a été mandatée de publier un rapport sur la base d'une étude sur le terrain, de fournir un rapport technique aux États membres pour le développement de politiques nationales sur l'assistance technique, d'où notre soutien aujourd'hui pour appuyer le gouvernement dans la récolte des données auprès des ménages grâce à une partenaire de qualité, à savoir l'INSTAD, qui a l'expertise du terrain et le maîtrise de telles enquêtes faites à l'échelle nationale. L'ambassadeur de Djibouti au Caire, Ahmed Ali Barri, le représentant permanent auprès de la Ligue arabe, a eu un entretien avec Hassan Rabhi, directeur du Fonds arabe pour l'assistance technique pour les pays africains. Lors de l'entretien, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente portant sur la promotion des relations de coopération entre les deux établissements, entre le Fonds arabe pour l'assistance technique pour les pays africains et l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, représenté par l'ambassadeur Ahmed Ali Barri. Suite à la prise de commandement de nouveaux chefs de corps des régiments des régions de l'intérieur, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a procédé à une inspection générale de l'ensemble des personnels, matériels et équipements en dotation dans chaque régiment. La région d'Ali Sabié, où est implanté le bataillon interarmé d'Ali Sabié, avec à sa tête le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, nouveau chef de corps de ce bataillon, a ouvert le bal ce matin. L'objectif de cette inspection consiste donc à faire le point de situation du potentiel humain et matériel, mais cette inspection permet aussi d'avoir un aperçu des différentes installations du corps. Dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné du colonel Ibrahim Ilmi Qaib, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, du colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale par intérim. À sa descente d'hélicoptère, le général a été accueilli par le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, en présence du colonel-major Mohamed Qayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la défense, et du colonel Wagdi Djama Moussa, chef du protocole des forces armées djiboutiennes. Après les salutations d'usage, le général a entrepris la revue des troupes composées de militaires du BIAS et d'une délégation restreinte et des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées djiboutiennes.
Et dans son discours prononcé à l'occasion, le général Zakaria a indiqué qu'en qualité de nouveau chef de corps de l'armée BIAS, le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali demeure le premier responsable de l'ensemble des troupes, de leur matériel, équipement et infrastructures. On écoute le général. Aujourd'hui, lundi 27 septembre 2021, nous nous retrouvons à nouveau au bataillon entre armes d'Ali Sebier pour une inspection générale de l'ensemble des personnels, matériels, équipements de ce bataillon. L'objectif de l'inspection aujourd'hui consiste à faire un point de situation du potentiel humain et matériel, mais aussi des différentes installations du corps. Nommé par décret présidentiel le 1er septembre 2021, commandant des bataillons entre armes d'Ali Sebier, lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali. Vous avez pris officiellement le commandement des pièces le mardi 15 septembre 2021. À ce titre, vous êtes désormais le premier responsable de l'ensemble de vos troupes, de leur matériel, équipement et infrastructures. Il vous appartient de veiller rigoureusement à la préservation et à l'entretien périodique de vos matériels et équipements. Par ailleurs, vous devez réorganiser les dispositifs de vos unités et mener des opérations de reconnaissance et de ratissage dans toute votre région. Étant donné que les responsabilités de la défense et de la sécurité, mais aussi de la souveraineté de notre pays incombent aux forces armées djiboutiennes, nous devons prendre avec sérieux et fermeté toutes les mesures qui s'imposent afin de neutraliser toute action malveillante sur l'ensemble de notre territoire. Aussi, sachez que l'année 2022 sera l'objet de changements importants dans le domaine militaire, sécuritaire et administratif. À ce titre, une nouvelle doctrine militaire sera mise en place et c'est dans le but de renforcer l'outil de défense de notre pays. Je vous rappelle qu'en tant que chef de corps de pièces, le commandant de la place d'armes d'Ali Sebier, vous êtes responsable de toutes les forces de défense et de sécurité de la région et tous administrativement sous l'autorité du préfet d'Ali Sebier. Enfin, je compte sur vous pour faire preuve de sérieux dans votre travail et d'être à la hauteur de vos responsabilités. Et surtout, maintenir les bonnes relations qui existent entre votre bataillon et l'ensemble de la population d'Ali Sebier. Et au terme de son discours, le général a assisté à une brève présentation des moyens en dotation de l'armée BIAS. Ensuite, le général Zakaria a procédé à l'inspection des moyens de mobilité détenus par ce bataillon d'Ali Sebier. Au terme de la cérémonie, le général a assisté à un défilé à pied des troupes du bataillon d'Ali Sebier avec à leur tête le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali. La cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille. sida awrka dhankan dhabarka aan ka raranahay dhacadiid masexade ilaa dhalashadaadii sida awrka dhankan dhabarka aan ka raranahay dhexda suunka kama furo dhimashana ma diideya
xabadda suunka kama furo dhimashana ma diireera Dans l'actualité également, l'AJCD, l'association des jeunes de Château d'Eau d'Ali-Sablier, a organisé donc hier au siège du conseil régional une cérémonie officielle de parrainage des frais de manuels scolaires et d'accès au profit d'une cinquantaine d'élèves orphelins issus des familles les plus démunies de la ville d'Ali-Sablier. Et cette cérémonie donc a vu la participation des autorités de la région et des responsables de l'éducation nationale. Ce projet d'action sociale a été financé par des bienfaiteurs djiboutiens et de la diaspora à Sadio qui a énormément contribué à cet événement. Rappelons que c'est la deuxième année consécutive que l'AJCD a organisé ce parrainage et à la fin de la cérémonie, des chèques ont été remis par le président de l'AJCD aux responsables des différents établissements concernés. Une équipe de la commune de Balbala, conduite par son président Idriss Bachir, a mené une campagne de sensibilisation de porte-à-porte, une campagne en collaboration avec l'OVD, l'ONEAD et la mairie de la ville de Djibouti. Tous ont indiqué donc une tolérance zéro face au fléau de l'insalubrité. Opérations qui sont le prélude à une vaste opération de nettoyage de la ville inscrite au programme. Ainsi donc, les habitants des différentes communes ont été conviés désormais à veiller à la protection de leur environnement immédiat en matière de salubrité et d'hygiène. Les contrevenants à ces nouvelles dispositions feront l'objet d'amendes sévères. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ali Daher Liban à l'hôpital Pelletier. Le défunt, né le 2 février 1936 à Djibouti, a servi avec honneur et loyauté en tant que parlementaire, fonctionnaire et en simple citoyen. Ancien parlementaire avant l'indépendance, il a poursuivi et terminé sa carrière au sein du ministère de l'Intérieur. Le défunt Ali Daher Liban laisse derrière lui 2 veuves et 10 enfants. Que Allah Tout-Puissant l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, le chef des Nations Unies appelle à l'élimination des armes nucléaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé hier à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, déclarant que ces dernières doivent être éliminées du monde et qu'une nouvelle ère de dialogue, de confiance et de paix doit commencer. La lutte contre la menace des armes nucléaires est au cœur du travail des Nations Unies depuis leur création, a-t-il affirmé. En 1946, la toute première résolution de l'Assemblée générale visait à éliminer des armements nationaux, les armes atomiques et tous les autres armes majeures adaptables à la destruction massive. A noter donc le secrétaire général, le chef de l'ONU a souligné également, bien que le nombre total d'armes nucléaires est diminué depuis des décennies, quelques 14 000 sont stockées dans le monde et qui est confronté au niveau le plus élevé de risque nucléaire depuis près de 4 décennies. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.